Et voilà, bonjour, rebonjour, re pour tous ceux qui étaient là avant et welcome pour tous ceux qui arrivent. On est sur Periscope avec Campus by CanalSat et on révise le bac philo en stream, en live. Voilà, je m'appelle Thibaut, je suis prof de philo et je suis là pour répondre à vos questions, vous donner des conseils de révision. On va faire ensemble des petits runs de révision, hein. On va faire des petites descentes chez les philosophes pour essayer de trouver des bons trucs à mémoriser pour le bac qui est dans moins d'une semaine. Et puis on va faire un peu de méthodo aussi. Je vais vous donner des trucs méthodo pour bien réussir vos épreuves. Et puis on va faire des jeux, et puis vous allez poser des questions et je vais essayer d'y répondre. Donc voilà, bienvenue. N'hésitez pas, posez des questions sur Twitter, hashtag BacPhilo, @canalsat. Si vous posez des questions, vous pourrez aussi gagner ou bien un week-end à Barcelone, ou bien des Polaroids, ou bien des abonnements. Et puis vous pouvez aussi poser des questions directement sur Periscope. Il y a Cristiano avec moi, l'ECM, qui est là pour récolter vos questions et me les passer tout à l'heure, voilà, dans la séquence sur les questions-réponses. Alors, dans ce stream, on va donc commencer par deux petits runs de révision sur le thème de la liberté. Hein, je sais que ça a pas mal tweeté sur ce thème-là aujourd'hui, donc on va donner quelques éléments. Et puis ensuite, vous poserez vos questions, je reprendrai des questions et on essaiera d'y répondre. On fera un petit jeu aussi, parce que voilà, depuis le début de la journée, dans ces streams de révision, on fait des petits jeux pour toujours réviser tranquillement, réviser sans se mettre trop de pression, hein, en étant détendu. Et puis on fera un petit point méthodo, cette fois-ci sur la façon dont on peut monter son plan de dissertation, comment construire un bon plan de disserte. Voilà, je vous donnerai quelques trucs pour construire un bon plan de disserte. Voilà, donc on commence ce stream de révision du bac philo par l'épreuve, hein, le défi philo, le déphilo que vous m'avez fixé sur Twitter dans les minutes qui précèdent. Alors, le défi que vous avez retenu, c'est tout simplement celui de l'emprisonnement, de la contrainte, du Grey Tape Challenge. Je vais tout simplement être complètement scotché à ma chaise par Cristiano. Donc on va réaliser ce défi, Cristiano, si tu veux bien. Voilà, je me prépare à faire une première expérience, donc qui est l'expérience de la contrainte, de l'empêchement. Alors, oui, je suis poilu un peu, donc oui, voilà. Voilà. Donc, pourquoi ce défi du scotch tout simplement parce que dans ce stream, on révise le thème de la liberté. Et la première expérience de la liberté, souvent, on la fait de façon négative. On fait l'expérience de la contrainte. Voilà, donc là, je suis un peu ridicule, parce que je fais l'expérience de la contrainte, tout simplement, je fais l'expérience d'un obstacle qui m'empêche de faire ce que je veux. Et c'est là encore notre première intuition, hein, à l'égard de la liberté que de pouvoir faire ce que l'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça met directement en relation notre première expérience de la liberté, notre première intuition de la liberté, avec une faculté qu'on appelle la volonté, et dont on pense que c'est elle qui nous permet, voilà, de faire ce que l'on veut, de vouloir ce que l'on fait, et donc tout simplement de ne pas être simplement déterminé par des causes extérieures, de pouvoir résister aussi à des causes qui nous déterminent, bref, d'être libre. Voilà, donc dans un premier run de philo, de révision, je vous propose d'interroger le rapport entre volonté et liberté. Alors si on me scotche la bouche, je pourrais plus parler, ça serait vraiment dommage parce qu'on pourrait plus réviser ensemble. Voilà, donc on continue ce run de révision autour de la liberté. Moi, je vous propose de le présenter sous la forme d'un match. Entre deux philosophes qui se sont posés cette question du rapport entre la volonté et la liberté. C'est le match entre Descartes et Spinoza. C'est ce petit run que je vous propose pour réviser autour de la liberté.
Donc match entre Descartes et Spinoza. Spinoza a lu Descartes et il n'est pas du tout d'accord avec lui sur cette question de la liberté. Alors on va commencer d'abord à ma gauche. Je ferai bien un mouvement pour vous montrer le bouquin ou quoi, mais je ne peux pas. On va donc commencer par vous montrer. Merci pour les cœurs, ça me réchauffe le cœur, mais j'aimerais bien vous en envoyer aussi, mais je ne peux pas. Cristiano, tu peux envoyer des cœurs s'il te plaît à tous ceux qui nous envoient des cœurs, parce que ce serait sympa de les remercier aussi. Voilà, hein, on est ensemble, on est liés, hein, on est scotchés ensemble pour ce petit stream de révision. Donc on commence par Descartes et sa philosophie de la liberté. Voilà, merci, des petits cœurs pour vous. C'est gentil. Bon. Alors, chez Descartes, le premier rapport à la liberté, c'est d'abord un rapport d'expérience. Descartes nous dit que la liberté, c'est d'abord l'expérimentation de l'étendue et de la puissance de la volonté. Il n'y a pas d'expérience de la liberté sans une expérience de la volonté. Hein, Descartes dit, si tu peux nous mettre la citation, Cristiano, dans l'écran, je l'expérimente si vague et si étendue qu'elle ne me semble enfermée dans aucune borne. Voilà. C'est une expérimentation de la vastitude et de l'étendue de notre volonté. Je peux tout vouloir et avec ma volonté, je fais l'expérience en fait d'une faculté qui me permet de vouloir au-delà du réel, de vouloir me détacher même si je ne peux pas, mais en tout cas de le vouloir, et donc qui me renvoie à ma propre liberté. En fait, à travers ce concept de volonté, Descartes va construire le concept de libre arbitre. Alors vous en avez sans doute entendu parler pendant vos cours, si ce n'est pas le cas, profitez-en, c'est maintenant. Et si vous pensez que vos potes non plus n'ont pas entendu parler de ce concept de libre arbitre, n'hésitez pas à partager le stream et allez rameuter sur Twitter, parce qu'on va parler maintenant de ce libre arbitre chez Descartes. En fait, ce libre arbitre, c'est cette faculté qui va nous permettre d'arbitrer entre plusieurs options. C'est, comme le dit Descartes, une liberté d'élire, une liberté de choisir entre plusieurs options. Et alors attention, référence pointue qui va pimper votre disserte, qui va juste crever les yeux de votre correcteur, c'est dans une lettre que Descartes écrit au révérend père Mélan, vous pouvez écrire la lettre à Mélan, du 9 février 1645, dans laquelle Descartes va distinguer deux types de libre arbitre. Dans cette lettre, il appelle ça la liberté d'indifférence. Et il va distinguer la liberté d'indifférence négative et la liberté d'indifférence positive. Alors c'est très simple. La liberté d'indifférence négative, c'est quand je me retrouve dans une situation où rien ne me pousse d'un côté plutôt que de l'autre, où je suis indifférent à l'une ou l'autre des options, et donc dans cette situation, je vais faire tout simplement l'expérience de ma capacité à résister à une option plutôt qu'à une autre, puisque rien ne m'y pousse, et aussi à en choisir une plutôt qu'une autre, sans aucun mobile, juste parce que tout simplement, je m'appuie sur cette faculté du libre arbitre. Si j'ai le choix entre aller dîner avec Barbara ou avec, je sais pas moi, Natacha, et que rien ne me pousse plutôt à aller dîner avec Barbara qu'avec Natacha, je suis dans une situation d'indifférence négative, et donc finalement, le dîner que je choisirais, c'est le dîner que j'aurais été le plus libre de choisir. Deuxième réflexion autour de ce libre arbitre pour Descartes, c'est la liberté d'indifférence positive. Toujours donc dans cette lettre à Mélan du 9 février 1645, Descartes nous explique que au-delà de cette liberté d'indifférence négative, nous avons une liberté d'indifférence positive. Alors là, c'est très simple. En fait, c'est simplement la faculté que nous avons de nous autodéterminer de nous pousser nous-mêmes à choisir quelque chose pour aucune raison, si ce n'est simplement prouver, exprimer, manifester, engager notre liberté. En fait, on a cette faculté incroyable, quand tout me pousse d'un côté ou tout me pousse d'un autre côté, on peut choisir, nous, de rester à sa place ou une autre option. En fait, le libre arbitre, pour Descartes, c'est une faculté absolue de liberté, d'autodétermination, qui nous distingue de tout autre être naturel et qui nous libère des causes qui nous déterminent, des causes naturelles ou des causes environnementales ou sociales. Ce libre arbitre, c'est la faculté que j'ai de choisir n'importe quelle option, et c'est en même temps ce qui me garantit
ma capacité à m'auto-déterminer. Donc, première notion importante que vous devez travailler et réviser pour votre bac philo, c'est la notion de libre arbitre, et chez Descartes particulièrement, puisqu'il y a cette formulation, cette double formulation de libre arbitre comme liberté d'indifférence, négative ou positive. Alors, moi je suis un peu inconfortable, donc on va essayer quand même de se libérer, de faire l'expérience de la libération sans perdre trop de... C'est horrible. Voilà, en même temps c'est épilation gratuite, donc c'est sympa. Merci. Ouais, les poils. Là, c'est principalement ici que j'ai souffert et que j'ai perdu des poils. Voilà, j'ai souffert. Il faut souffrir pour être sage. C'est un peu la leçon qu'on pourrait tirer de cette expérience. Alors, vous êtes attentif à ma chemise. Je dois vous avouer que j'ai pas mis ma chemise fétiche. J'en ai mis une que je pouvais flinguer. Mais tout à l'heure, pour le prochain stream, promis, je remets ma jolie chemise blanche avec mes petits revers bleus parce que vous l'aimez et que moi aussi je vous aime et que je vous envoie des cœurs. Donc, dans cette petite révision autour du thème de la liberté, je voudrais qu'on passe à l'adversaire de Descartes, Spinoza, qui n'est pas du tout d'accord avec Descartes sur cette notion de libre arbitre. En fait, pour Spinoza, quelque chose comme la volonté, quelque chose comme le libre arbitre n'est qu'une illusion. Voilà, faire ce que l'on veut, c'est une illusion, donc il faut se débarrasser de cette illusion. Au contraire, se libérer, eh ben, c'est se libérer de l'illusion du libre arbitre. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, je vois qu'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser, ces questions, parce qu'on va les reprendre tout à l'heure, juste après, dans la phase de questions-réponses. Cristiano, qui est avec moi, garde vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Donc, l'idée de Spinoza, c'est que, en fait, nous croyons que nous sommes libres parce que nous ne connaissons pas les causes qui nous déterminent. Par exemple, voilà, celui qui est en colère parce que son pote lui a fait une crasse, ou comme on dit familièrement un coup de pute, eh bien il croit qu'il va se venger librement, alors qu'en fait c'est la colère qui le détermine à se venger. C'est la colère qui en lui le pousse à. Il y a un déterminisme de la nature, il y a un déterminisme psychologique, un déterminisme de nos affections, de nos émotions, dit Spinoza, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à faire ce que l'on fait. Et donc, nous, on croit qu'on est libre, tout simplement parce qu'on ne connaît pas toutes ces causes qui nous déterminent. Alors, si vous voulez bien, on va prendre un petit exemple pour illustrer cette opposition entre libre arbitre et illusion de la volonté, entre Descartes et Spinoza. Je vous propose de vous parler d'une série, alors qui a quelques années, hein, mais dont vous vous souvenez peut-être, c'est... Voilà la série dont Michael Scofield est le héros, c'est la série Prison Break. Parce que cette série, en fait, elle nous raconte l'histoire d'une libération, d'une évasion. Et Scofield, en fait, il parvient à s'évader, non pas parce qu'il veut s'évader, non pas parce qu'il démontre l'excellence de sa volonté et son libre arbitre, mais en fait, il parvient à s'évader parce qu'il est le seul à connaître toutes les causes qui règlent le fonctionnement de la prison. En fait, parce qu'il fait partie des ingénieurs qui ont construit cette prison. Donc il connaît tous les recoins, tous les chemins de cette prison. Et puis par ailleurs, il a étudié aussi tous ceux qui étaient détenus dans cette prison. Donc il sait exactement ce qui va pouvoir les faire bouger, comment est-ce qu'il va pouvoir les convaincre de l'aider, etc. Autrement dit, Scofield, en fait, c'est un héros spinoziste. Il est spinoziste, pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas que sa liberté, ce qui va le rendre capable de se libérer de la prison, c'est l'excellence de sa volonté ou l'excellence de son libre arbitre. En fait, il est libre parce qu'il connaît les causes déterminantes de son environnement. Pour le dire d'une formule, Scofield, il n'est pas libre parce qu'il fait ce qu'il veut, mais il est libre parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est la connaissance des causes qui nous rend libres. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous donner dans cette petite révision sur le thème de la liberté et autour donc de ce concept de libre arbitre, dans ce match entre Descartes et Spinoza.
Si vous travaillez autour de cette notion, c'est intéressant de mettre en scène, de raconter ce match, parce que c'est une réflexion autour d'un côté de l'expérience de la volonté et de l'autre de rappeler qu'il y a des causes qui nous déterminent et qu'on ignore, et que c'est pour ça que le plus souvent on se croit libre alors qu'on ne l'est pas. Donc voilà, n'oubliez pas ce petit match Descartes-Spinoza autour du libre arbitre. Alors, plein de questions, on y va, c'est open bar, vous pouvez poser vos questions et puis on essaye d'y répondre. Cristiano, tu as repéré des questions? Ouais, dans le chat, ils veulent savoir dans quelle ville t'es prof, parce qu'ils veulent tous redoubler pour t'avoir comme prof en fait. Je suis prof dans les Hauts-de-Seine, je suis prof pas très loin d'ici, je suis prof à Rueil-Malmaison. Voilà, super. Question, mais moi je ne veux pas vous voir, hein. Si vous passez votre bac, vous vous débrouillez pour l'avoir parce que j'ai aucune envie, ce que je dis à mes élèves, j'ai aucune envie de les revoir après. C'est-à-dire qu'on s'entend bien un an, mais après ça devient l'enfer. Hein. Donc surtout redoublez pas, vous allez vous ennuyer à mourir. Alors on y va. Autre question? Tu as d'autres questions, des questions qui ont été posées sur Twitter depuis la semaine dernière. Est-ce que je suis fier de mon fan club, fan philo? Ouais, je suis hyper fier. Merci Hugo, c'est hyper sympa. La liberté est indivisible, nous demande Gaspari. Alors, oui, effectivement, la liberté est indivisible. En fait, c'est tout simplement de dire que, en fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de degré dans la liberté. On ne peut pas être plus ou moins libre. C'est-à-dire, ou bien je suis libre, ou bien je ne le suis pas. C'est-à-dire que si je suis en liberté limitée ou surveillée, vous comprenez bien que ça veut dire que je ne suis pas tout à fait libre. Et puis dire qu'elle est indivisible aussi, c'est une thèse qui était reprise par les penseurs anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Par exemple, un philosophe comme Bakounine, dire que la liberté est indivisible, ça veut dire que moi, si je suis le seul à être libre, mais si les autres ne le sont pas, en fait, je ne suis pas vraiment libre. Pour que je sois vraiment libre, il faut que nous soyons tous libres, que la liberté soit collective. Donc c'est une thèse intéressante parce qu'elle articule la liberté individuelle et la liberté collective. Voilà, il ne faut pas hésiter à relire aussi les philosophes anarchistes, c'est assez sympa, assez intéressant, c'est assez rafraîchissant. Alors d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos petites questions. Thibaut ? Oui, on y va. Il y a Audrey qui demande si la loi est-elle une contrainte à la liberté. Alors, ça c'est une bonne question. C'est vrai que souvent on se demande si les lois, elles font disparaître notre liberté ou pas. En fait, la loi, d'abord, il faudrait y réfléchir en termes d'obligation plus que de contrainte. Contrainte-obligation, c'est une distinction qui fait partie des repères de votre programme de philo. Donc, c'est pas inutile de la réviser, cette distinction. Une contrainte, c'est ce qui s'impose à moi. Une contrainte, c'est ce qui ne me laisse pas le choix. Une contrainte, c'est la force qui décide pour moi, et qui s'impose et qui fait que je vais m'y soumettre. Tandis qu'une obligation, c'est quelque chose auquel je vais obéir, auquel je vais consentir. Non pas parce que je suis faible ou que j'ai peur, mais parce que je pense et que je considère et que je sais que c'est bien, que c'est mon intérêt, que c'est l'intérêt de tous et que donc ça va me rendre plus libre. Il est certain que la loi m'empêche de faire tout ce que je veux. En un sens, c'est une limite à l'expression de ma liberté naturelle, spontanée, individuelle. Mais en même temps, je peux réfléchir et savoir que sans loi, comme dirait Rousseau, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté sans loi. Pourquoi ? Parce que c'est la loi qui permet d'articuler toutes nos libertés individuelles. Et donc c'est la loi en fait qui protège ma liberté de l'expression désordonnée de la liberté des autres. Du coup, en fait, il faut que je like la loi, il faut que je sois hyper heureux qu'il y ait des lois, parce que les lois, en fait, elles garantissent la réalité de ma liberté. S'il n'y avait pas de loi, je serais rapidement écrasé par les autres. Donc, heureusement, il y a des lois. D'un côté, ça me limite un peu dans l'expression infinie de ma volonté, mais ça garantit la liberté qui me reste. Thibaut ? Ouais, on continue. D'autres questions ? Il y a Estelle qui veut que tu lui réexpliques la liberté d'indifférence. En fait, elle n'a pas très bien compris. Alors, Estelle, la première chose à faire, c'est de trouver dans ton manuel ou sur Internet l'extrait de la lettre de Descartes à Mélan du 9 février 1645. Voilà, 9 février 1645, lettre à Mélan, Descartes. Ça, c'est un super texte. Et parce que dedans, tu retrouveras cette distinction que fait Descartes entre liberté d'indifférence négative et liberté d'indifférence positive. En fait, ce sont deux stades de la liberté. Dans un stade, la liberté d'indifférence négative, je fais l'expérience de n'être poussé par rien. Je fais l'expérience de n'avoir aucun mobile
Je fais l'expérience en fait de pouvoir tout simplement résister à une ou l'autre des tentations. Tandis que dans l'indifférence positive, je fais au contraire l'expérience de pouvoir positivement me déterminer à vouloir quelque chose plutôt qu'un autre, alors que rien ne m'y pousse à l'extérieur de moi. En fait, l'indifférence positive, c'est la faculté, c'est l'expérience de sa propre faculté de détermination, d'autodétermination. C'est faire l'expérience qu'il y a de la liberté en moi. Voilà. Donc c'est un peu la distinction c'est la distinction donc, que fait Descartes entre ces deux libertés d'indifférence. Alors on y va, continuez, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous arrivez sur Periscope, si vous venez de vous connecter, eh bien welcome. On est en train de réviser le bac philo avec Campus by CanalSat. Et voilà, je suis en train de répondre à vos questions. Je suis votre prof en stream, en live, pour vous donner des conseils, des trucs sur les thèmes du programme, sur la méthode, pour vous aider à réviser votre bac, puisque le bac c'est dans 6 jours et il faut s'y préparer. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, #BacPhilo @CanalSat. Vous pouvez participer comme ça à un super jeu qui peut vous faire gagner des super week-ends à Barcelone, des super Polaroids. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors tu as une question, vas-y, pose-la. On y va. Le sentiment de liberté naît-il avec sa privation? Ouais, c'est en tout cas une expression qu'on peut relever. Et si vous y réfléchissez bien, c'est pareil souvent avec la justice et l'injustice. Souvent, on fait d'abord l'expérience de l'injustice. Par exemple, les enfants, ils sont vachement forts pour faire l'expérience de l'injustice. Si vous leur donnez pas le même nombre de Smarties, par exemple, à un anniversaire, celui qui aura moins de Smarties que les autres, il va dire « Ah, c'est trop injuste ». Un peu comme Calimero, alors qu'en fait, ils ne savent pas encore vraiment très bien ce que c'est que la justice, mais ils sont très sensibles à cette injustice-là. Et pour la liberté, c'est un peu pareil. Le sentiment de la liberté s'éveille dans l'expérience de la contrainte, on pourrait dire. Et du coup, et ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, c'est que c'est précisément parce que la liberté a partie liée avec la volonté. Quand je suis dans la contrainte, c'est que je ne peux plus faire ce que je veux. Donc, je fais cette expérience de l'absence de liberté. Ah, il fait bien l'enfant, ouais. Je peux vous faire tout un stream si vous voulez avec une petite voix d'enfant. Et Smarties, c'est tellement 2002. C'est vrai, je confesse qu'en 2002, j'étais fan de Smarties. Déjà, est-ce qu'on a d'autres questions, Cristiano? Il y a Théo Marie qui demande, on peut sortir Prison Break dans la copie de philo? Ouais, vous pouvez sortir Prison Break dans la copie de philo, et même si je peux faire une minute de pub, moi j'ai fait 2 bouquins sur la philosophie dans les séries, ça s'appelle Philosophie en série, et vous verrez qu'on peut, je crois, on peut trouver de la philo dans les séries, et on peut parler de philo avec les séries peuvent nous aider à réviser. Donc n'hésitez pas. En fait, je reviens, on a déjà eu des questions dans les autres streams sur qu'est-ce qu'on peut citer dans sa copie. Dans votre copie, vous pouvez tout citer dans votre copie à partir du moment où vous savez ce que vous allez en dire. Vous pouvez parler de Prison Break, d'une série diffusée dans la première décennie des années 2000 et raconter, comme je l'ai fait, que c'est la mise en scène fictionnelle, c'est une fiction autour de la liberté et que le personnage incarne une certaine position philosophique à l'égard de la liberté, à savoir la position qui justement est défendue par Spinoza, à savoir que la seule façon d'être libre, c'est non pas de faire ce qu'on veut, mais de connaître les causes qui déterminent et qui jouent dans un système, en l'occurrence ici le système carcéral. Donc ça, voilà, ce type d'analyse-là, ça fait 8 lignes dans votre copie, vous pouvez tout à fait l'injecter, vous pouvez tout à fait le faire et ça pose aucun problème. Donc voilà. Alors citer Ribéry, vous pouvez aussi, il faut aussi savoir ce que vous allez en dire. Parler de Gaspari, parler de l'existentialisme sartrien dans le thème de la liberté, oui bien sûr, parce que l'existentialisme est une philosophie de la liberté. L'existentialisme, alors pour ça vous pouvez bouquiner la petite conférence de Sartre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme ». C'est pas très long, ça fait 40 pages, ça se bouquine vraiment facile. Dans cette petite conférence, Sartre explique justement que l'existentialisme est une philosophie de la liberté. Pourquoi? Parce que l'existentialisme, c'est penser que l'homme existe d'abord et se définit ensuite. Voilà. Au lieu de penser qu'on a une sorte d'essence, d'âme, de substance ou quoi, de destin qui nous déterminerait ensuite à exister, Sartre il pense l'inverse. D'abord on existe et ensuite on devient ce qu'on fait. C'est une philosophie du projet, hein. Je suis ce que je fais et donc ce sont mes choix qui me construisent. Donc c'est une philosophie en fait radicale de la liberté. Voilà.
Oui, je m'appelle Thibaut de Saint-Maurice, voilà, je suis professeur de philosophie et je suis là pour vous aider à réviser le bac philo. Posez vos questions sur Twitter, hashtag bacphilo@canalsat ou bien directement sur Periscope. Alors Audrey, c'est quoi le déterminisme? On y va. C'est quoi le déterminisme? C'est une philosophie qui pense que tout est déterminé. C'est-à-dire déterminé, ça veut dire que tout ce qui arrive par des causes déterminées, des causes qui sont ciblées, qui sont par hasard. Quand on est déterministe, on ne croit pas au hasard. Par exemple, si vous croyez, souvent on croit que par exemple tout ce qui nous arrive parce qu'il y a un destin, parce qu'on a un destin, parce que c'est notre destin, c'est notre destinée. Voilà, on a ça aussi pas mal dans les paroles de chansons. En fait, si vous croyez au destin, vous êtes déterministe. Parce que ce qui vous arrive n'arrive pas parce que vous l'avez choisi, ou n'arrive pas par hasard. Si vous êtes déterministe et si vous croyez au destin, en fait, ce qui vous arrive parce que c'est votre destin. Alors après, vous pouvez croire que le destin, il a été choisi par Dieu, par exemple, ou que c'est la nature qui a choisi votre destin, ou quoi. Mais en tout cas, si vous croyez au destin, vous ne pouvez pas croire que vous êtes absolument libre. Il faut bien réfléchir à ça. C'est-à-dire que le destin, en fait, c'est d'une certaine façon contradictoire avec l'idée d'une existence totalement libre. Alors, Samy, tu nous demandes pourquoi les droits de l'homme et du citoyen. Alors, Samy, je t'invite à rester avec nous, à revenir sur les coups un peu plus tard, sur les coups de 23h, on parlera de philosophie politique. Simplement, ce que je peux te dire déjà, c'est que si on fait le lien entre politique et liberté, c'est qu'il y a les droits de l'homme et du citoyen, c'est que je suis libre en tant qu'homme, mais j'ai aussi à exprimer ma liberté en tant que citoyen. Parce que comme on le disait tout à l'heure, la liberté, elle est indivisible, nous disait Bakounine. En fait, ça veut dire surtout que, en fait, quand je suis libre, je suis un homme, un sujet libre, je dois aussi vivre dans une société politique. Donc, je dois articuler ma liberté avec la liberté des autres. Et donc, il faut que je sois à la fois homme libre et citoyen libre. Et c'est pour ça qu'on a à parler de droits qui sont des droits de l'homme et de ceux du citoyen. Alors, il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'il y a des droits qui vont être des droits fondamentaux, des droits qui sont des droits naturels, et puis des droits qui sont liés à l'exercice de la citoyenneté, comme par exemple la possibilité de voter ou la possibilité d'entreprendre, etc. Alors, et les femmes dans tout ça, oui, Olympe de Gouges, vous savez, Olympe de Gouges a fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, n'hésitez pas à aller bouquiner Olympe de Gouges. Pierre Clastre sur la finalisme, tant qu'on... Ouais, j'arrive, Cristiano, mais excuse-moi, ça s'est effacé, Hugo. Alors, on y va, Cristiano. Ouais. Il y a Lauriane qui demande si la liberté est liée à la conscience. Oui, alors là, il y a un très beau texte de Bergson qui est dans tous les manuels de philo que je vous invite à aller lire. Et pareil pour Sartre. Pour Sartre comme pour Bergson, mais pour des raisons un peu différentes. Il n'y a pas de liberté sans conscience, ou il n'y a pas de conscience sans liberté. C'est-à-dire, en fait, c'est la conscience que nous avons de nous-mêmes et la conscience dans son fonctionnement qui nous ouvre à l'expérience de notre liberté. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la conscience qui nous permet tout simplement de nous mettre à distance de nous-mêmes et à distance du monde, puisque la conscience, c'est ce qui me sépare des choses. Cette table-là n'a pas de conscience, et moi je suis conscient, et en même temps, moi-même, quand je prends conscience de moi-même, je me mets à distance, je me regarde moi-même en fait. Je prends conscience de moi-même. Et cette distance-là de moi par rapport au monde et de moi par rapport aux choses, de moi par rapport à moi-même, que la conscience me permet d'exercer, c'est la condition de la liberté. C'est en tout cas ce qu'explique assez bien Sartre et Bergson. Alors, on y va. D'autres questions, n'hésitez pas. Cristiano, tu as une autre question? Des questions posées sur Periscope. Sans langage, y aurait-il une liberté, Théo-Marie? Alors, bonne question. Le sentiment de la liberté n'a pas besoin d'être discursif, c'est-à-dire n'a pas besoin d'être articulé à travers un langage. En revanche, le langage, c'est un des symptômes, le langage articulé, c'est un des symptômes de la liberté. Parce que le langage, en fait, c'est un système de combinaison infinie qui permet de dire le réel et qui permet en même temps d'exprimer sa pensée. Et exprimer sa liberté de penser, comme dirait Florent Pagny, ça requiert un certain travail sur le langage. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si vous y réfléchissez, que les écrivains, les poètes, les chanteurs aussi sont des grands vecteurs d'expression de cette liberté de penser, parce que leur travail sur le langage leur permet tout particulièrement d'exprimer leur liberté, parce que ça permet tout simplement d'utiliser les ressources du langage pour exprimer analogiquement l'étendue et la richesse et la complexité de leur liberté. Thibaut? Ouais, on continue. Les questions. De quelle manière l'homme conquiert la liberté? Alors, ce qui est intéressant quand on pose cette question, de quelle manière l'homme conquiert la liberté,
c'est que en fait, on présuppose que la liberté n'est pas une donnée, mais que c'est quelque chose à conquérir. Et effectivement, la liberté est une donnée au sens une potentialité de notre nature, on peut le penser comme ça, mais néanmoins, on a toujours à travailler à se rendre plus libre. À se rendre plus libre, c'est-à-dire à se libérer de nos préjugés, de nos habitudes, de nos stéréotypes ou de nos étiquettes sociales, de notre milieu, de notre classe. Et donc la liberté, en fait, c'est toujours aussi une tâche à résoudre. En un sens, c'est précisément parce que je suis libre que je peux continuer de me libérer, de m'ouvrir à la diversité du monde, à la diversité aussi de mes relations, et puis d'être de moins en moins déterminé par tout ce qui n'est pas moi et de plus en plus affecté par ce qui relève de ma propre volonté. Cristiano, j'ai perdu mon timer, donc tu surveilles le temps, hein, qu'on soit bien dans les séquences. Est-ce que c'est le déterminisme qui m'a rendu amoureux de Clarisse? Alors Hugo, je crois que tu as rencontré Clarisse pendant ce stream de Periscope, et moi j'aurais envie de dire que ça serait plus romanesque en fait si c'était plutôt lié au hasard. Vous savez, quand on parle de l'amour, il y a deux philosophies qui s'opposent. Il y a celle de la philosophie de l'âme sœur, ou de la rencontre, effectivement, du destin. Voilà, il était fait pour moi et j'étais fait pour elle. Et en même temps, il y a la philosophie du coup de foudre, la philosophie du hasard, la philosophie de la rencontre. Et c'est précisément parce que voilà, oui, sinon on peut mettre des cœurs, on parle un peu d'amour, donc je vous envoie des cœurs aussi. C'est précisément parce qu'on parle d'amour, voilà. C'est précisément parce qu'il y a ce hasard, il y a cette surprise de l'amour, comme dit Marivaux, qui fait que ça a du prix, et que ça nous touche, et que ça nous excite aussi, que ça nous surprend et que ça nous fait plaisir. Voilà, alors on y va. D'autres questions? Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions? Est-ce qu'on passe... Ouais, encore une question, on y va? Qu'est-ce que le finalisme? Alors le finalisme, c'est une philosophie qui considère que tout ce qui arrive en fonction d'un but final. C'est surtout une philosophie de la nature qui explique que les événements qui arrivent, les événements naturels, alors ne sont pas liés au hasard, mais travaillent à la réalisation d'un but. Voilà, ça peut être par exemple d'illustrer la perfection divine, ça peut être tout simplement de créer de l'harmonie dans le monde. Donc voilà, le finalisme, c'est une forme de déterminisme simplement orienté vers un but final, parce qu'il y a aussi des déterministes qui ne sont pas finalistes et qui pensent que simplement voilà, il y a un ordre de causes dans le monde, mais que ça ne se dirige pas vers un but en particulier. Non, je suis pas mélancolique, tout va bien. Désolé, je suis marié, voilà. Mais cela étant, c'est ma chérie, si tu es sur Periscope, n'écoute pas ce qu'il veut dire. Le fait d'être marié ne réduit pas ma liberté. C'est un sujet que j'ai posé souvent à mes élèves en dissert. C'est est-ce que s'engager, c'est réduire ou c'est affirmer sa liberté? En fait, l'engagement ne limite pas ma liberté, parce que si je suis capable de m'engager, c'est précisément parce que je suis libre. Et en choisissant celle-ci plutôt que toutes les autres, et en lui promettant de l'aimer pour toute la vie, en fait, j'exprime une liberté qui est ma liberté justement de la choisir, de rester avec elle et de ne pas succomber aux tentations, même si le fait d'être marié n'a jamais rien empêché pour personne. Voilà. C'est comme quoi, c'est formidable. Hein. Alors, moi, je vous propose de continuer avec un petit jeu autour de la liberté. Continuez à poser vos questions, parce qu'on a d'autres streams de révision, donc on pourra continuer à y répondre. Enfin, je pourrais continuer d'essayer d'y répondre. Mais là, je voudrais qu'on fasse une petite pause jeu. Alors, je vous propose un jeu assez simple. C'est une sorte de quiz, de QCM, autour de la liberté. Je vous propose tout simplement de vous poser des questions et puis de vous laisser plusieurs possibilités de réponse, et c'est vous qui allez choisir la bonne réponse. Hein. C'est assez simple, c'est le principe donc du quiz QCM autour donc de la liberté. Alors je propose, on commence par une citation de Rousseau. Elle va venir dans l'écran là, voilà. Rousseau nous dit: perdre sa liberté, c'est perdre
compléter, voilà, je vais me transformer en Nagui, c'est Nagui qui fait n'oubliez pas les paroles. Voilà, compléter la citation, perdre sa liberté, c'est perdre quoi? Alors petit A, c'est perdre le chemin du bonheur, bande de petits scarabées. Petit B, perdre sa qualité d'homme, ou bien petit C, perdre pas grand-chose, parce que de toute façon, une de perdue, 10 de retrouvée. Voilà, petit A, petit B, petit C. Alors, on a des petits B partout. Ouais, c'est trop facile, mais attention, ça va devenir plus difficile. Ouais, vous avez raison, pour Rousseau, la bonne réponse, c'est petit B. Perdre sa liberté, c'est perdre sa qualité d'homme. Perdre sa liberté, c'est perdre sa qualité d'homme. Voilà, bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Cette bonne réponse, elle est pour vous. Deuxième question, qu'est-ce que l'autonomie? Alors, qu'est-ce que l'autonomie? Petit A, le futur de l'automobile. Hein, allez-y, réfléchis, l'autonomie, le futur de l'automobile. Petit B, ne pas pouvoir s'empêcher de jouer au loto. Ah, l'autonomie, pas pouvoir s'empêcher de jouer au loto. Petit C, la faculté de se donner à soi-même sa propre loi. Voilà, petit A, le futur de l'automobile. Petit B, ne pas pouvoir s'empêcher de jouer au loto. Petit C, la faculté de se donner à soi-même sa propre loi. On y va, il y a des C. Alors D, c'était pas possible. Hein. Voilà, C comme Cristiano, c'est vrai. Heureusement, je ne serais rien sans Cristiano dans ces streams. C, là encore, c'est trop facile. Ouais, vous avez raison, c'est petit C, la faculté de se donner à soi-même sa propre loi. Alors, on va essayer une question qui n'est pas dans le jeu, mais on va voir si vous suivez. C'est qui le philosophe de l'autonomie qui définit l'autonomie comme faculté de se donner à soi-même sa propre loi? Allez, on y va. C'est qui ce philosophe-là? Allez, je vous aide, ça commence par un K. Bravo, Kant, Trendy Crystal, bravo, tu as gagné. Voilà, regarde. Ça, c'est un petit cœur spécial dédicace pour toi, Trendy, parce que tu as trouvé, c'est effectivement Kant qui est le philosophe de l'autonomie, donc comme faculté de se donner à soi-même sa propre loi. Troisième question, on y va. Alors ça, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Si vous avez suivi le stream, ça va être rapide. À quoi tient la différence entre une contrainte et une obligation? À quoi tient la différence entre une contrainte et une obligation? Et je vous rappelle que contrainte et obligation, c'est un repère qui est au programme de terminale. Alors petit A, la contrainte s'impose de force, l'obligation, elle, est consentie. Petit B, la contrainte pue de la bouche, l'obligation pue des pieds. Je ne dis pas qu'il y a un rédigé CQCM, mais petit C, il n'y a pas de différence. Alors on y va. Petit B, petit B, petit B. Voilà. Tout le monde est en fait pour petit B, sauf certains disent petit A, c'est la B, B a gagné. Ouais, B a gagné au vote, mais je suis désolé de vous décevoir. C'est quand même le petit A. La contrainte, mais je suis d'accord, elle pue de la bouche aussi parce qu'elle s'impose de force à nous. Et petit B, c'est l'obligation. Mais l'obligation, elle ne pue pas des pieds parce que l'obligation, elle est consentie. Et donc, je vous donne ça, vous allez réfléchir à ça ce soir. L'obligation, en fait, elle nous rend libres. Plus on est obligé, plus on est libre. Parce que plus on consent aux obligations qui nous permettent tout simplement de protéger notre liberté. Voilà, réfléchissez à ça, ça va vous donner quelque chose à vous mettre sous la dent. Alors, on continue, question suivante, pardon. Qui a dit, attention, j'ouvre les guillemets, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Alors, petit A, Voltaire. Petit B, pas Voltaire. Petit C, un mec qui veut se faire passer pour Voltaire. Et petit D, Voltaire, mais pas comme dans la réponse A. Voilà. Qui a dit donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Alors, on a du petit A pour dire que c'est Voltaire, du petit D pour dire que c'est Voltaire, mais pas comme dans la réponse A, ou bien petit B pour dire pas Voltaire, ou bien petit C, un mec qui veut se faire passer par Voltaire. Bon, vous savez pas, vous savez pas. Alors, on essaye de répondre. Voltaire, pas Voltaire, un mec qui veut se faire passer pour Voltaire, ou Voltaire, mais pas comme dans la réponse A. Eh bien, moi, je vous dis que la réponse, c'est pas Voltaire. Ah bah non, je me suis trompé. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mes questions. Mais c'est pas grave, on est là, on est sur pas Voltaire. C'est pas Voltaire. En fait, tout le monde croit que c'est Voltaire qui a écrit cette phrase, mais en fait, c'est pas Voltaire. C'est juste, un jour, il y a une nana qui a écrit un bouquin sur Voltaire et qui a dit « Ah tiens, cette formule, elle irait bien pour expliquer ce que c'est que la tolérance pour Voltaire. » Donc je pense que Voltaire, il aurait été vachement d'accord avec ça, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Donc tombez pas dans le panneau. Alors j'ai vu que vous vouliez que j'essaye de balancer le carton sur le téléphone. Alors on va essayer. Si je réussis, vous allez vite vous en rendre compte. Et si je rate, bah aussi, parce que ça va continuer. Voilà, bah, dommage. J'ai raté, j'essaierai de viser la prochaine fois. Dernière question, autour de la liberté toujours. Alors écoutez bien, il est très important, mais on remet en cause son existence. Voilà, de qui s'agit-il?
très important, mais on remet en cause son existence. Petit a, le libre arbitre. Petit b, l'arbitre assistant. Petit c, l'arbitrage vidéo. Petit d, je crois qu'on a fait le tour. Alors n'hésitez pas, répondez en direct hein, sur Periscope. Voilà, on a encore quelques réponses. Je répète, hein, il est très important, mais on remet en cause son existence. De qui s'agit-il? Petit a, le libre arbitre. Petit b, l'arbitre assistant. C'est dur à dire, hein, l'arbitre assistant. Petit c, l'arbitrage vidéo. Ou petit d, je crois qu'on a fait le tour. Alors, on a du A, l'arbitrage vidéo aussi, c'est vrai. Voilà. Petit a. Alors, vous voulez que j'enlève le carton sur Cristiano? Oui, pas de problème, ça, je peux le faire. Alors, on y va. Je vous donne la réponse, on y va. Allez, ouais, c'est... je me trompe décidément, voilà. Bah, comme ça, je vais pouvoir en envoyer deux sur Cristiano. Le libre arbitre, voilà. Qu'est-ce qui remet en cause son existence? Eh ben, c'est Spinoza, bande de petits scarabées. Si vous aviez suivi ce stream, vous l'auriez su. Le libre arbitre défini par Descartes, remis en cause par Spinoza. Si vous avez raté cet épisode-là du stream, vous pourrez le revoir dès demain sur la page campus.canalsat.fr, puisque tous les streams de révision de la journée seront repris sur cette page. Et donc n'hésitez pas à partager les références, à partager les liens pour retrouver tous ces bons petits conseils de révision. Alors j'essaie de viser Cristiano. Aïe. Voilà. Ça y est, je crois que je l'ai eu, mais rassurez-vous, il n'est pas blessé. Alors, je vous propose de continuer notre révision du bac philo. On est sur Periscope avec Campus by CanalSat et on révise le bac philo. Donc voilà, pas de stress, vous faites une pause hein, sur Periscope, mais en même temps, c'est une pause utile puisque maintenant, je vais vous donner des trucs pour faire un bon plan de dissertation. C'est donc le point méthodo et on a une petite tradition, quand c'est le point méthodo, Cristiano, on a une alerte méthodo. Merci Cristiano, tu nous la refais un petit coup. Voilà, ça veut dire, attention, arrêtez tout, prenez votre crayon, prenez votre stylo, je vous donne des trucs pour bien réussir votre plan en disserte de philo hein, dans moins de 6 jours, enfin dans 6 jours. Et donc je vais vous donner 3 trucs hein, pour bien réussir votre plan de disserte. Alors le premier truc, c'est de répondre à la question que vous vous posez, à savoir est-ce qu'il faut faire 2 parties ou 3 parties. Voilà, alors est-ce qu'à 2 c'est mieux ou est-ce qu'à 3 c'est plus sympa? Je vous parle du plan de disserte et non pas d'autres types de plans auxquels vous pourriez penser et qui n'auraient pas lieu d'être dans ce stream de révision de bac philo, puisqu'on parle bien du plan de la disserte et non pas des autres plans. À 2 c'est mieux ou à 3 c'est plus sympa? Est-ce qu'il faut faire 2 ou 3 parties dans sa disserte de philo? Alors je vais vous dire un truc que vos profs vous auront peut-être pas dit cette année, mais moi qui ai corrigé le bac pendant 12 ans, je peux vous dire que ça passe. On peut faire une bonne disserte de philo avec 2 parties. Voilà, on peut faire une bonne disserte de philo avec 2 parties, et je vous dirais même, il vaut mieux faire 2 bonnes parties plutôt que 2 parties moyens et une 3e partie complètement naze parce que vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez plus le temps, vous êtes fatigué, voilà. Donc vous pouvez faire 2 parties. Simplement, ce qu'il va falloir faire dans ces cas-là, il faut que vos 2 parties soient hyper bien articulées, qu'elles fassent vraiment bien avancer le problème, et surtout qu'à la fin de la 2e, vous ayez proposé une réponse à la problématique de l'introduction, et donc une réponse à la question du sujet. Maintenant, 3 parties, c'est plus sympa. Ça, c'est mon avis. À 3, c'est plus sympa. Pourquoi? Parce que, en fait, la 3e partie, généralement, elle va vous donner dans vos copies une certaine forme de hauteur de vue, de nouvelles perspectives. En fait, ce qui est assez bien de faire, c'est vraiment de remettre en scène le problème dans les 2 premières parties, et dans la 3e, de prendre un peu de distance, d'élargir un peu son horizon, de retrouver le vrai enjeu du sujet, qui était celui qu'on avait vu dans l'introduction, et voilà, en tenant compte de ce qui a été dit avant, d'apporter une vraie plus-value, une vraie réponse dans votre copie. Donc, pour résumer, vous pouvez faire 2 parties, mais il faut bien les articuler. Et sinon, n'hésitez pas à retrouver la structure très scolaire des 3 parties, mais en décidant que cette 3e partie, elle va vous aider à prendre de la perspective, à prendre de la hauteur de vue sur le sujet. Alors, 2e truc, si on choisit de faire 3 parties, est-ce qu'il faut faire thèse, antithèse, synthèse?
Voilà. Est-ce qu'il faut avoir une première partie où on dit le bonnet est blanc, une deuxième partie où on dit le bonnet est noir, et une troisième partie où on dit ah, en fait, le bonnet, il est un peu blanc, un peu noir, en fait, il est gris. Voilà. Est-ce qu'on répond en suivant cette structure, hein, thèse, antithèse, synthèse? Alors, c'est peut-être ce que vos parents vous ont dit, c'est peut-être ce que vous avez vu dans des bouquins, c'est peut-être ce que votre prof vous a dit, mais bon, ça m'étonnerait quand même. En fait, cette structure thèse, antithèse, synthèse, il ne faut pas l'appliquer à la lettre. En fait, ça doit être une sorte de guide, mais que vous devez adapter. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que si vous dites oui, non, peut-être, en fait, c'est pas très intéressant. Il faut l'adapter, il faut retrouver une structure, attention, je vais dire un gros mot, dialectique, c'est-à-dire en fait une structure de discussion entre vos parties, mais il faut le faire de façon un peu fine, quoi, un peu intéressante. Et donc, moi, je pense qu'il faut tout simplement adapter cette structure thèse, antithèse, synthèse, oui, non, peut-être, en fait, en progression du raisonnement. On peut, par exemple, envisager oui, dans une première partie, essayer une première réponse, une première hypothèse de réponse, et puis dans une deuxième partie, plutôt être dans le oui mais, c'est-à-dire attirer l'attention sur quelque chose qui n'aurait pas été aperçu et qui, en fait, changerait un peu la donne. Et du coup, dans la troisième partie, d'être dans plutôt que de dire un peut-être, de dire ah oui, mais alors s'il y a le oui mais, il faut revoir la façon dont on résout le problème. Il faut réévaluer les perspectives et peut-être proposer autre chose. Alors ça vous paraît un peu abstrait, mais je vous ai préparé un petit exemple hein, qui arrive juste après. Donc voilà, ne partez pas. Et puis si vous arrivez, bienvenue. On révise le bac philo avec Campus by CanalSat voilà, toute la journée avec des streams de révision. Et là, on est dans un petit point méthodo. Je vous donne des conseils de méthode pour bien réussir votre plan de disserte, hein, les conseils du prof. Voilà, je suis prof de philo et je vous donne quelques trucs pour bien réussir votre construction de plan. Alors, je vous ai préparé un petit exemple. On va l'afficher. On va prendre un sujet simple. Voilà, la technique augmente-t-elle notre liberté? On a parlé de technique dans un stream précédent. Là, on parle de liberté. La technique augmente-t-elle notre liberté? Alors, c'est un sujet simple, et en même temps, vous voyez, c'est un sujet qui déjà articule deux notions du programme. La notion de technique et la notion de liberté. Donc déjà, dans la façon dont on va aborder le sujet, il faudra être capable de mobiliser des connaissances et des références sur les deux notions. Alors, je ne vais pas faire la problématique parce que ce n'est pas le lieu, là, c'est le plan. En fait, moi, si je devais faire ce sujet, je vous proposerais le plan suivant. Donc, sur le sujet, la technique augmente-t-elle notre liberté? Dans une première partie, je dirais oui. La technique augmente notre liberté. Pourquoi? Parce qu'elle nous libère des conditions naturelles. C'est vrai que les outils, les technologies, les innovations technologiques nous permettent tout simplement de ne plus dépendre des conditions naturelles de notre environnement. Si il fait trop chaud, si j'ai trop chaud, je peux allumer la clim. Si j'ai froid, je peux allumer le chauffage. Voilà deux techniques, deux moyens techniques qui me permettent de me libérer de la contrainte que le climat pourrait exister sur moi. Donc première partie, oui, je répondrai oui. La technique augmente ma liberté. Pourquoi? Parce qu'elle me libère des conditions naturelles. Et vous voyez que dès le titre de ma première partie, je donne une raison, je commence à argumenter. Deuxième partie, je ne vais pas dire non, la technique, elle n'augmente pas notre liberté, mais j'attirerai l'attention sur un mais. Je dirais, mais le progrès technique risque aussi de nous échapper. Hein. Vous les retrouvez les parties derrière. Hein. Voilà, mais le progrès technique risque de nous échapper. Du coup, on est obligé de revoir un peu la donne parce que oui, ça nous libère, mais en même temps, si on n'est pas attentif, ça pourrait nous échapper, puisque comme on dit, on n'arrête pas le progrès, etc. Du coup, il faut tirer une leçon de ça, il faut tirer une conclusion de tout ça, et ça sera la troisième partie. Et je dirais que donc, pour être libératrice, la technique doit être maîtrisée. Voilà. En fait, j'explique à quelles conditions la technique peut augmenter notre liberté, à la condition qu'elle soit maîtrisée. Donc voilà, j'ai rédigé ma disserte en faisant trois parties dialectiques qui discutent entre elles, mais qui ne sont pas dans une stricte opposition du blanc, noir et du gris, mais qui sont simplement dans la discussion. On peut répondre oui, mais on doit être conscient de tous les aspects du problème, donc il faut élaborer une nouvelle condition. Voilà. Donc je vous invite à retrouver ces trucs de méthode pour que vous montiez correctement votre plan de disserte. Voilà, dès demain, vous pourrez retrouver l'ensemble du stream en vidéo sur la page campus.canalsat.fr,
qui vous aide toute cette journée à réviser votre bac philo. Nous, on a pendant ce stream révisé le thème de la liberté et puis on a aussi donc revu la technique pour construire un bon plan de disserte. Voilà, la séquence est terminée, le stream est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure à peu près. Pendant ce temps-là, posez vos questions sur Twitter, hashtag #BacPhilo @canalsat. Il y a des lots à gagner. Si vous posez vos questions, vous pouvez partir en week-end à Barcelone. Vous pouvez avoir des appareils photo. Et puis sur Twitter, il faut aussi que vous votiez pour le prochain défi philo, pour le prochain défilo. On va parler du bonheur dans le prochain stream de révision. Et le prochain défilo, donc, ça va être ou bien de me faire rire ou bien de me faire pleurer. Voilà, c'est le Laugh or Cry Challenge. Ou bien vous voulez que je rie, ou bien vous voulez que je pleure, comme ça, en direct, sous vos yeux, pour introduire la révision du prochain stream de révision. Et si vous avez raté ce stream, si vous arrivez juste maintenant, eh ben, vous le retrouverez dès demain en vidéo sur campus.canalsat.fr. Bye bye, je vous envoie des cœurs et on vous retrouve tout à l'heure. Mais oui, on finit avec un selfie. Ah ouais, on finit avec un petit selfie. Voilà, c'est Cristiano. Ouais, super. Voilà. Allez, ciao, à tout à l'heure.